Braves gens, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle horrifique histoire. Ce soir, je vais donc vous lire L'Arbre sur la colline, une nouvelle de Duane W. Rimmel, accompagnée de Howard Phillips Lovecraft, une nouvelle écrite en 1934 et publiée en 1940, et traduite par Marie-Joëlle Moll-Bouillat. C'est bon, voilà. Vous avez raté le montage, les gens, sur YouTube, puisque j'ai dû me reprendre à 4 fois pour dire ce titre. Braves gens, bonne écoute. Chapitre 1. Au sud-est de Emden, au-delà des gorges tortueuses du Salmon, se dresse une chaîne de collines rocailleuses et abruptes qui ont toujours défié tous les efforts des rudes fermiers du cru. Les ravins sont trop profonds et les pentes trop vertigineuses pour permettre autre chose que des transhumances. Lors de ma dernière visite à Emden, la région, connue sous le nom de Jardin de l'Enfer, faisait partie de la réserve forestière des Montagnes Bleues. Aucune route ne relie ce lieu inaccessible au monde extérieur, et les gens des collines vous diront que c'est en vérité un morceau du jardin de Sa Majesté satanique, transplanté là. Une superstition locale soutient que cet endroit est hanté. Mais par quoi ou par qui? Personne ne semble le savoir. Les habitants refusent de s'aventurer dans ces profondeurs mystérieuses, car ils croient aux histoires transmises par les Indiens nez percés qui évitent cette région depuis des générations. D'après eux, c'est le lieu de récréation de certains démons géants venus d'ailleurs. Ces histoires m'inspirèrent à l'époque une très grande curiosité. Ma première excursion dans ces collines, et la dernière, Dieu merci, eut lieu à l'époque où je séjournais à Emden avec Constantin Teunis pendant l'été 1938. Il écrivait un traité sur la mythologie égyptienne et je me trouvais souvent seul, alors même que nous partagions un modeste chalet rue Beacon, d'où l'on voyait l'infâme maison du pirate, construite par Exer Jones, plus de 60 ans auparavant.
Le matin du 23 juin, me trouva en route parmi ces collines aux formes étranges qui, depuis 7 heures du matin, me paraissaient bien ordinaires en vérité. Je devais être à une douzaine de kilomètres au sud de Hemdon et n'avais encore rien remarqué d'inhabituel lorsque, en escaladant une crête herbeuse surplombant une gorge particulièrement profonde, je me trouvais soudain devant une zone totalement dénuée des habituelles herbes sauvages. Elle s'étendait vers le sud, sur de nombreuses collines et vallées. Au début, je supposais que le terrain avait été brûlé l'automne précédent, mais en examinant le sol, je ne trouvais pas trace de feu. Les pentes et les ravins semblaient porter d'affreuses cicatrices de brûlure, comme si quelques gigantesques torches les eussent calcinées, anéantissant toute végétation. Et pourtant, il n'y avait nulle trace d'incendie. Je continuais, foulant une terre riche et noire où ne poussait aucune herbe. Comme je me dirigeais vers le centre approximatif de cette zone désolée, je commençais à remarquer un étrange silence. Il n'y avait ni alouettes, ni lapins, et même les insectes semblaient avoir déserté ces lieux. J'atteignis le sommet d'un mamelon élevé et m'efforçai d'évaluer l'étendue de cette région inexplicablement morose. C'est alors que je vis l'arbre solitaire. Il se dressait sur une colline un peu plus haute que les autres et attirait le regard par son caractère si totalement inattendu. Je n'avais vu aucun arbre depuis des kilomètres. Des buissons d'épineux et des micocouliers envahissaient les ravins les moins profonds, mais aucun arbre de taille adulte n'avait été en vue. Étrange, cet arbre sur la crête d'une colline. Je traversais 2 vallées abruptes avant de l'atteindre, et une surprise m'attendait. Ce n'était ni un pin, ni un sapin, ni un micocoulier. Jamais de toute ma vie, je n'en avais vu de semblable, et cela ne m'est jamais arrivé depuis, ce dont je rendrai éternellement grâce au ciel. Cela ressemblait plutôt à un chêne qu'à autre chose. Le tronc était énorme et noueux, de 3 bons pieds de diamètre, et les branches massives s'élançaient à partir de 6 pieds du sol seulement. Les feuilles étaient rondes et curieusement identiques quant à la taille et à la forme. Cela aurait pu être un arbre peint sur une toile, mais je jure qu'il était vrai. Je saurais toujours qu'il était réel et tangible, malgré ce que Tenis me dit plus tard. Je me rappelle avoir jugé, d'après le soleil, qu'il devait être environ 10 heures du matin, bien que je n'eusse pas regardé ma montre. La température s'élevait et je m'assis un moment à l'ombre bienvenue de l'arbre immense.
Puis, je considérais l'herbe luxuriante qui poussait à son pied. Un autre phénomène singulier lorsque je repensais à la terre stérile que j'avais traversée. Un labyrinthe sauvage de collines, de ravins et d'apics m'entourait de toutes parts, bien que la hauteur sur laquelle je me tenais fût sensiblement plus élevée que toute autre, à plusieurs miles à la ronde. Je dirigeais mon regard loin, vers l'est, et me levais d'un bond, abasourdi d'étonnement. Miroitant, au loin, à travers une brume bleue, se dressaient les monts Beetroot. Il n'y a pas d'autre chaîne de sommets enneigés à moins de 300 miles de Hemdon. Et je savais qu'à cette altitude, je n'aurais pas dû les apercevoir du tout. Je gardais plusieurs minutes, les yeux fixés sur l'incroyable spectacle. Puis, je fus pris de somnolence. Je m'étendis dans l'herbe drue, sous l'arbre. Je me débarrassai de mon appareil photographique, ôtai mon chapeau et me détendis en regardant le ciel à travers les feuilles vertes. Je fermai les yeux. Un curieux phénomène se mit alors à m'assaillir. Une sorte de vision vague et brumeuse, aperçue ou rêvée, sans aucune relation, semblait-il, avec quoi que ce fût de familier. Il me semblait voir un grand temple, près d'une mer de vase, sous 3 soleils qui luisaient dans un ciel rouge pâle. L'immense tombe, ou temple, était d'une couleur anormale, une teinte d'un bleu-violet indéfinissable. De grandes bêtes volaient dans le ciel nuageux et il me semblait entendre le battement de leurs ailes écailleuses. Je m'approchais du temple de pierre. Une immense entrée se dressait devant moi. À l'intérieur, tournoyaient des ombres qui paraissaient bondir, me guetter sournoisement et chercher à m'attirer au sein de cette horrible zone d'ombre. Je crus entrevoir 3 yeux de flamme dans l'espace mouvant d'une embrasure et poussai un hurlement de terreur mortelle. Dans ces profondeurs malsaines, je le savais, était tapie une force totalement destructrice. Un enfer, pire encore que la mort. Je hurlai à nouveau. La vision s'évanouit. Je revis les feuilles rondes et le même ciel terrestre. Je tentai de me relever. Je tremblais. Une sueur froide perlait à mon front. J'avais un désir irraisonné de m'enfuir dans une course folle, loin de cet arbre sinistre sur la colline. Mais je luttais contre cet instinct absurde et m'assis, essayant de reprendre mes esprits.
Aucun rêve ne m'avait jamais paru aussi réel, ni aussi terrifiant. Quelle était l'origine de cette vision ? J'avais lu plusieurs des œuvres de Teunis sur l'Égypte ancienne. Je m'épongeais le front et décidais qu'il était l'heure de déjeuner. Mais je n'avais pas faim. J'eus alors une inspiration. J'allais prendre quelques photographies de l'arbre pour Teunis. Elle le frapperait peut-être assez pour lui faire quitter son air blasé habituel. Peut-être lui parlerais-je du rêve. Ouvrant mon appareil photographique, je pris une demi-douzaine d'instantanés de l'arbre et du paysage alentour sous tous les angles. Je pris aussi les sommets étincelants de neige. Je chercherais peut-être à revenir, et cela pourrait m'aider. Repliant l'appareil, je retournai à mon coussin d'herbe tendre. Le pied de cet arbre portait-il quelque enchantement inhumain ? Je sais que je ne pouvais me décider à le quitter. Je levai les yeux vers les curieuses feuilles rondes. Je fermai les paupières. Une brise agitait légèrement les branches, et leur murmure mélodieux me berçait vers une douce inconscience. Et soudain, je revis le ciel rouge pâle et les trois soleils, le pays des trois ombres. De nouveau, le grand temple m'apparut. J'avais l'impression de flotter en l'air, comme un esprit désincarné, explorant les merveilles d'un monde fou, aux dimensions multiples. Les corniches aux angles biscornus du temple m'effrayaient, et je sus qu'aucun homme de la terre n'avait jamais vu cet endroit, même dans ses rêves les plus insensés. L'immense entrée béait à nouveau devant moi, et je fus aspiré à l'intérieur de cette nuée noire et tourmentée. Il me semblait faire face à un espace infini. Je vis un abîme que les mots ne peuvent décrire. Un précipice sombre, sans fond, grouillant de formes et d'entités innommables, de choses appartenant à la folie et au délire, aussi impalpables que la brume de Shambhala. Mon âme se glaça, j'étais terrifié. Je hurlais, sentant la folie me gagner. Puis, dans mon rêve, je me mis à courir éperdument, en proie à une terreur sans nom, mais ignorant ce que je fuyais. Je quittais ce temple hideux et cet abîme infernal. Et pourtant, je savais que je devrais, à moins d'un miracle, y revenir. Enfin, mes yeux s'ouvrirent brusquement. Je n'étais pas sous l'arbre. J'étais étendu sur une pente rocailleuse, mes vêtements déchirés et défaits. Mes mains
était en sang. Je me relevais, le corps meurtri de 1000 flèches. Je reconnus l'endroit, la crête où j'avais aperçu pour la première fois la zone calcinée. J'avais dû parcourir des miles dans l'inconscience. L'arbre n'était pas en vue et j'en fus heureux. Même les genoux de mon pantalon étaient déchirés, comme si j'avais fait une partie du trajet en rampant. Je regardais le soleil. La fin de l'après-midi. Où étais-je donc allé ? Je sortis ma montre à la hâte. Elle s'était arrêtée à 10h34. Chapitre 2. Alors, t'as les instantanés ? Demanda Tenis d'une voix traînante. Mon regard rencontra ses yeux gris en face de moi, à la table du petit déjeuner. 3 jours avaient passé depuis mon retour des jardins de l'enfer. Je lui avais parlé du rêve au pied de l'arbre et il avait ri. « Oui, répondis-je. Ils sont arrivés hier soir. Je n'ai pas encore eu le temps de les ouvrir. Étudie-les bien, avec attention. S'ils ne sont pas tous ratés. Peut-être changeras-tu d'avis. » Tenis sourit, sirotant son café. Je lui donnai l'enveloppe intacte et il en brisa rapidement le seau pour en retirer les photographies. Il jeta un coup d'œil à la première. Et le sourire disparut de son visage félin. Il éteignit sa cigarette. « Nom d'une pipe ! Regarde ça !» Je m'emparai du rectangle de papier glacé. C'était la première photographie de l'arbre, prise à une distance de 15 à 20 yards. La cause de l'excitation de Tenis m'échappait. L'arbre était là, dressé fièrement sur la colline, avec à son pied la jungle d'herbes folles où je m'étais étendu. Au loin, apparaissaient mes montagnes enneigées. « Voilà !» m'écriai-je. « La preuve de mon histoire !»« Mais regarde !» coupa Tenis. « Les ombres ! Il y en a 3 pour chaque pierre, chaque buisson, chaque arbre !» Il avait raison. Au pied de l'arbre, incongrument étalé en éventail, s'étendaient 3 ombres qui se chevauchaient. Soudain, je pris conscience d'un élément anormal et incohérent dans l'image. Les feuilles étaient trop luxuriantes pour être l'œuvre d'une nature saine, tandis que le tronc était enflé et noueux, ses formes des plus répugnantes. Tenis laissa tomber la photographie sur la table
Quelque chose ne va pas, murmurai-je. L'arbre que j'ai vu n'était pas aussi repoussant. En es-tu certain ? Demanda Tenis d'une voix grinçante. En réalité, tu as peut-être vu beaucoup de choses qui n'apparaissent pas sur cette pellicule. Et elle en montre plus que je n'en ai vu. C'est là le problème. Il y a quelque chose de diablement incongru dans ce paysage. Quelque chose que je ne comprends pas. L'arbre semble suggérer une idée au-delà de mon entendement. Il est trop flou, trop incertain, trop irréel pour être naturel. Il pianota nerveusement sur la table. Il s'empara vivement des autres photographies et les passa rapidement en revue. Je pris celle qu'il avait laissée tomber et ressentis une impression bizarre d'incertitude et d'étrangeté, tandis que j'absorbais du regard chacun de ces détails. Les fleurs et les hautes herbes pointaient dans des angles différents, tandis qu'une partie de l'herbe poussait de la manière la plus stupéfiante. L'arbre semblait trop voilé et embrumé pour être clairement discernable. Mais je remarquais les immenses branches et les tiges de fleurs à demi ployées, prêtes à tomber et pourtant suspendues en équilibre. Et les nombreuses ombres qui se chevauchaient. Elles étaient, ces ombres, vraiment troublantes. Trop longues ou trop courtes par rapport aux tiges dont elles tombaient pour paraître normales et ordinaires. Le paysage ne m'avait pas choqué le jour de ma randonnée. Il portait en lui une noire familiarité et une suggestion moqueuse. Quelque chose de tangible. Et pourtant, aussi distant que les étoiles au-delà de la galaxie. Tenis revint à la réalité. « As-tu parlé de 3 soleils dans ton long cauchemar ?» Je hochai la tête, sans comprendre. Puis, je réalisais. Mes doigts tremblèrent légèrement comme j'observais à nouveau la photographie. Mon rêve, bien sûr ! Les autres sont exactement pareils, dit Tenis. La même incertitude, cette suggestion. Je devrais parvenir à saisir l'esprit de cette image, à la voir dans sa vraie lumière, mais elle est trop... Peut-être trouverai-je plus tard, si je la regarde assez longtemps. Nous restâmes silencieux quelques instants. Une pensée me vint soudain, suggérée par un étrange, inexplicable désir de revoir l'arbre. Refaisons l'excursion. Je pense pouvoir t'emmener là-bas en une demi-journée. Tu ferais mieux d'en rester éloigné, répondit Tenis d'un air pensif. Et cela m'étonnerait que tu retrouves le chemin, même si tu le voulais. Ridicule, répondis-je. Sans nul doute, avec ces photographies pour nous guider, y as-tu retrouvé le moindre repère familier ? Sa remarque avait une résonance troublante. Après avoir examiné soigneusement les instantanés restants, je fus forcé d'admettre qu'il n'y en avait pas. Tenis marmonna dans sa barbe,
et tira rageusement sur sa cigarette. Une image tout à fait normale, ou presque, d'un endroit qui semble tomber de nulle part. Voir des montagnes à si basse altitude est incroyable. Mais... 1 minute. Il bondit de sa chaise comme un animal pourchassé et disparut de la pièce. Je l'entendis se déplacer dans notre bibliothèque de fortune, jurant comme un charretier. Il réapparut bientôt avec un vieux livre, relié de cuir. Teunis l'ouvrit avec respect et se mit à étudier les vieux caractères. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je. C'est une des premières traductions anglaises de la chronique de Nat, écrite par Rudolf Gergler, un alchimiste mystique allemand qui a emprunté une partie de son savoir à Hermès Trismégiste, le mage de l'Égypte ancienne. Il y a ici un passage qui pourrait t'intéresser, te faire comprendre pourquoi cette histoire est encore plus éloignée du naturel que tu ne le soupçonnes. Écoute. Ainsi, l'année du bélier noir. Il surgit dans Nat, une ombre qui n'aurait pas dû être sur Terre, et qui n'avait aucune forme connue des yeux humains. Et elle se nourrissait des âmes des hommes, ceux qu'elle dévorait étant attirés et aveuglés par des rêves, jusqu'à être submergés dans l'horreur d'une longue nuit. Ils ne voyaient pas ce qui les dévorait, car l'ombre prenait de fausses formes que les hommes connaissent ou dont ils rêvent. Et seule la liberté semblait les attendre dans le pays des 3 soleils. Mais il était dit par les prêtres du vieux livre que celui qui parviendrait à voir la véritable forme de l'ombre et à survivre à ce spectacle pourrait échapper à sa malédiction et la renvoyer dans l'abîme sans étoiles où elle avait pris naissance. Cela ne pouvait se faire qu'à l'aide de la gemme. C'est pourquoi qu'Annéfer, le grand prêtre, conservait cette pierre comme un objet sacré au sein du temple. Et lorsqu'elle fut perdue avec Frénès, celui qui brava l'horreur et qu'on ne revit plus jamais, le désespoir s'abattit sur Nat. Pourtant, l'ombre finit par partir, rassasiée, et sa fin ne s'éveillera à nouveau que lorsque les cycles ramèneront l'année du bélier noir. Teunis s'arrêta, et je le regardais, perplexe. Il parla enfin. À présent, Single, je suppose que tu devines la manière dont tout cela est lié. Il est inutile de creuser plus loin dans les traditions primitives qui sont derrière cette affaire. Mais je peux te dire que, d'après les vieilles légendes, nous sommes dans la fameuse année du bélier noir, où certaines horreurs issues d'un ailleurs insondable sont censées venir sur Terre et y faire infiniment de mal. Nous ne savons pas comment elles se manifesteront, mais on a des raisons de penser que des mirages et des hallucinations étranges auront lieu. Je n'aime pas le phénomène dont tu as fait l'expérience. Cette histoire, ces photographies, tout cela est peut-être très malsain et je te conseille de te tenir sur tes gardes. Mais tout d'abord, je dois essayer de faire ce que dit le vieux Yergler. Tenter de voir la chose sous sa forme réelle. Par bonheur, on a retrouvé la gemme ancienne dont il parle, et je sais où me la procurer. Il faut l'utiliser sur les photographies et voir ce que cela donne.
C'est un peu comme une lentille ou un prisme, bien qu'on ne puisse prendre de photographies à travers. Une personne ayant une sensibilité particulière pourrait regarder et faire un croquis de ce qu'elle verrait. Il y a un certain danger. L'observateur risque d'avoir les esprits légèrement secoués, car la forme réelle de l'ombre n'est pas agréable et n'appartient pas à cette terre. Mais il serait 100 fois plus dangereux de ne rien faire. En attendant, si tu tiens à ta vie et à ta raison, n'approche plus de cette colline, ni de ce que tu crois être un arbre sur son sommet. J'étais plus désarçonné que jamais. Comment peut-il y avoir des êtres d'ailleurs parmi nous ? M'écriai-je. Comment pouvons-nous savoir que de telles choses existent ? Tu raisonnes en termes terrestres et limités. Tu ne crois tout de même pas que notre monde peut servir d'étalon pour mesurer l'univers ? Des entités que nous n'imaginons même pas flottent en ce moment même sous notre nez. La science moderne repousse les limites de l'inconnu et prouve peu à peu que les mystiques n'étaient pas si loin de la vérité. Soudain, je sus que je ne voulais plus regarder l'image. Je voulais la détruire. Je voulais fuir loin d'elle. Ce que Tony suggérait était au-delà. Une terreur physique, cosmique s'empara de moi et je m'éloignai en tremblant de la photographie, de peur d'y reconnaître quelque objet. Je regardais mon ami. Il étudiait le livre ancien, une étrange expression sur son visage. Il se redressa. N'en parlons plus pour aujourd'hui. Je suis fatigué de toutes ces questions sans réponse. Il faut que j'obtienne le prêt du cristal auprès du musée qui en a la garde et que je fasse ce qui doit être fait. Comme tu voudras, répondis-je. Devras-tu te rendre à Croydon ? Il hocha la tête. Alors, nous rentrerons ensemble, décidai-je. Troisième et dernier chapitre. Il est inutile que je détaille les événements de la quinzaine qui suivit. En ce qui me concerne, ce fut qu'une longue et épuisante lutte entre un désir insensé de retourner auprès de l'arbre énigmatique qui évoquait rêve et liberté, et une terreur panique de ce même objet et de tout ce qui s'y rapportait. Le fait que je n'y sois pas retourné fut moins le résultat de ma volonté que le pur fruit du hasard. Pendant ce temps, je savais Tenis engagé à corps perdu dans quelques recherches des plus étranges, une affaire où était mêlé un mystérieux voyage dont l'aller, comme le retour,
se firent dans le plus grand secret. Par ses allusions au téléphone, il me fit comprendre qu'il avait pu emprunter quelque part l'objet obscur et primitif mentionné dans l'ancien livre sous le nom de gemme, et qu'il s'occupait à mettre au point un moyen de l'appliquer aux photographies que je lui avais confiées. Il fit des références fragmentaires à la réfraction, à la polarisation et à des angles inconnus de l'espace et du temps, et m'indiqua qu'il construisait une sorte de boîte ou de chambre noire pour étudier les curieux instantanés à l'aide du cristal. C'est le 16e jour que je reçus ce message surprenant de l'hôpital de Croydon. Denis s'y trouvait et voulait me voir immédiatement. Il avait été victime d'une étrange sorte de malaise. Il avait été trouvé face contre terre, inconscient, par des amis qui avaient réussi à pénétrer dans sa maison après avoir entendu des cris de souffrance et de peur mortelle. Bien qu'encore très faible, il avait à présent repris conscience et semblait désespérément vouloir me dire quelque chose et me charger d'accomplir certains devoirs importants. Ce furent là toutes les informations que l'on me donna au téléphone de l'hôpital. Et moins d'une demi-heure plus tard, j'étais au chevet de mon ami, très impressionné par les sillons que le souci et l'attention avaient tracés sur ses traits en si peu de temps. La première chose qu'il fit fut d'éloigner les infirmières pour me parler en grand secret. Single, je l'ai vu. Sa voix était tendue et voilée. Tu dois toutes les détruire. Ces images. J'ai renvoyé la chose en la regardant, mais il vaut mieux que les photographies disparaissent. On ne verra jamais plus cet arbre sur la colline. Du moins, je l'espère. Jusqu'à ce que des milliers d'éons ramènent l'année du bélier noir. Tu es sauvé à présent. L'humanité est sauvée. Il s'arrêta, respirant avec difficulté, puis reprit. Ôte la gemme de l'appareil et mets-la dans le coffre. Tu connais la combinaison. Elle doit retourner à l'endroit d'où elle est venue, car il viendra un temps où elle pourra être nécessaire pour sauver le monde. Je ne peux pas encore partir d'ici, mais je pourrai me reposer si je sais qu'elle est en sécurité. Ne regarde pas à travers la boîte telle qu'elle est maintenant. Cela te mettrait dans le même état que moi. Et brûle ces damnées photographies. Celle qui est dans la boîte et les autres. Mais Denis était à présent exténué. Et les infirmières s'approchèrent pour me faire signe de partir, tandis qu'il se laissait aller contre l'oreiller et fermait les yeux. Une demi-heure plus tard, j'étais chez lui, observant avec curiosité la boîte noire oblongue sur la table de la bibliothèque, près de la chaise renversée. Des papiers éparpillés voletaient dans le courant d'air provenant de la fenêtre ouverte et, près de la boîte, je reconnus avec une sensation bizarre l'enveloppe des photographies que j'avais prises. Il me suffit d'un instant pour examiner la boîte et pour détacher d'une extrémité ma première photographie de l'arbre et de l'autre
un étrange morceau de cristal ambré, taillé dans des angles retors et inclassables. Au toucher, le morceau de verre semblait curieusement tiède et électrisé. Et je dus prendre sur moi-même pour le ranger hors de ma vue, dans le coffre-fort mural de Tenis. Quant à la photographie, lorsque je l'eus en main, elle m'inspira un mélange déconcertant d'émotions contradictoires. Même après l'avoir replacée dans l'enveloppe avec les autres, je ressentis un désir ardent et morbide de la conserver, d'y perdre mon regard et de me précipiter au sommet de la colline, vers son original. Certaines combinaisons de lignes et de formes dans ces détails assaillaient et intriguaient ma mémoire. Des images cachées derrière des images. Des secrets tapis dans des formes à demi familières. Mais un instinct contraire, dicté par la raison, se manifestait en même temps et me donna la vigueur et la fébrilité d'une peur inconnue, tandis que j'allumais à la hâte un feu dans la cheminée et contemplais l'enveloppe mystérieuse qui se consumait en cendres. Une intuition me soufflait que la terre avait été purgée d'une horreur au bord de laquelle je tremblais et qui, pour être d'une nature inconnue, n'en était pas moins monstrueuse. Quant au terrible choc de Tenis, je ne pouvais en deviner la cause de manière cohérente. Et en fait, je n'osais pas l'imaginer trop clairement. Il est remarquable qu'à aucun moment je n'ai eu la moindre tentation de regarder à travers la boîte avant d'en noter le cristal et la photographie. Ce qui apparaissait dans l'image, à travers l'effet de lentille ou de prisme du cristal ancien, j'en étais étrangement persuadé, n'était rien qu'un cerveau normal dût être appelé à affronter. Quoi que ce fût, j'en avais moi-même été très près, entièrement soumis à son enchantement, comme il se dressait, sombre, sur cette colline lointaine, sous la forme d'un arbre et d'un paysage peu familier. Et je n'avais aucun désir de connaître ce à quoi j'avais échappé de justesse. Puisse mon ignorance être restée entière. J'endormirai mieux la nuit. Mais il se trouva que mes yeux s'arrêtèrent avant que j'eusse quitté la pièce, sur la pile de feuillets qui s'agitait doucement sur la table auprès de la boîte noire. Tous étaient vierges, sauf un, mais celui-là portait une grossière esquisse au crayon. Me rappelant soudain les paroles de Tenis à propos d'un croquis que l'on pourrait faire de l'horreur vue à travers le cristal, je m'efforçais de me détourner. Mais la banale curiosité m'empêcha d'écouter la sagesse. Jetant un second regard presque furtif, j'observais la hâte fébrile des coups de crayon et le contour inachevé, interrompu par la syncope du dessinateur terrifié. Alors, pris d'une soudaine audace perverse, je posai franchement mon regard sur le dessin maudit. Et je m'évanouis. Je ne décrirai jamais précisément ce que je vis. Au bout d'un moment, je repris conscience, jetai la feuille dans les braises et regagnai ma maison d'un pas chancelant par les rues silencieuses. Je rendis grâce à Dieu de n'avoir pas regardé la photographie à travers le cristal et priai avec ferveur pour oublier la terrible esquisse de ce que Tenis avait contemplé. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été tout à fait le même. Même les plus beaux paysages semblent à présent contenir quelque allusion vague et ambiguë à des blasphèmes innombrables et innommables qui pourraient s'y cacher et former leur essence trompeuse. Et pourtant, le croquis était si imprécis, si peu révélateur de tout ce que Tenis, d'après les récits qu'il me fit plus tard avec précaution, eut probablement sous les yeux. Seuls quelques éléments de base du paysage apparaissaient dans le croquis.
Ce qui dominait le dessin était une brume vaporeuse et d'apparence étrangère. Chacun des objets, qui auraient pu être familiers, se révélait être une partie d'une chose vague, inconnue, et totalement différente de ce qui est terrestre. Une chose infiniment plus vaste que ce qu'un œil humain peut appréhender, et infiniment étrangère, monstrueuse, hideuse, d'après ce qu'en laissait deviner le fragment du croquis inachevé. Là, où dans le paysage lui-même, j'avais vu l'arbre tordu qui semblait presque doué de conscience. Il n'apparaissait plus qu'une main, ou une serre noueuse et terrible, dont les doigts ou les tentacules, affreusement distendus, avançaient à tâtons. Semblait-il vers quelque chose qui était au sol, ou dans la direction du spectateur. Et, juste sous les doigts contorsionnés et boursouflés, je crus voir dans l'herbe la trace laissée par un homme qui se serait étendu là. Mais l'esquisse était hâtive, et je ne pus en être sûr.